Annie Tremblay qui travaille avec Dipriya et qui est une des ambassadrices de la méthode du Soma Yoga. Voilà. Méthode que je pratique et qui m'émerveille de jour en jour. Donc, je me suis dit qu'il était imminent de venir partager ça avec plus de personnes. Et donc, voilà, Annie va vous raconter un peu son histoire avec cette méthode fabuleuse qui a été créée par Dipriya. Voilà. Une yogini aussi humble que majestueuse qui vit dans l'Himalaya. Ok, donc à toi. Allô, allô? Oui, namasté. Alors, je vais vous raconter les débuts. Je sais pas si ça marche pas, je crois. Non, ça marche? Oui, tout le monde m'entend? Oui, un petit peu plus près? Très bien. C'est bon? OK. Alors, je vais vous raconter ma rencontre avec Dipriya en premier pour voir comment fonctionne la résonance, comment on est connecté directement avec le Soma Yoga dès le début. Alors, j'avais mon école au Québec, dans une petite ville de Chambly, une belle école, et j'ai reçu un pamphlet, une brochure par la poste avec la photo de Dipriya expliquant le Soma Yoga, et tout de suite, un coup de cœur. Je ne connaissais pas la méthode et j'ai eu le goût de m'inscrire. Alors, j'ai présenté la brochure à ma professeure de yoga qui m'enseignait aussi Patanjali à cette époque. Et lorsque je lui présente la photo de Deep, elle se met à palpiter puis elle me dit, mais c'est mon ex-belle-fille. Alors, j'en avais aucune idée, voyez-vous, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, deux femmes dans ma vie qui ont été des enseignantes et de Patanjali et qui ont eu un lien familial. Alors, pour moi, c'était déjà un signe assez extraordinaire encore là. Et quand je l'ai rencontrée, c'était fantastique. Et depuis 2006 maintenant que je pratique le Soma Yoga et que maintenant j'enseigne et aussi je forme les professeurs en collaboration avec Deep et maintenant avec Morgane. Alors, cette technique m'a apporté beaucoup dans ma vie et c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Des expériences concrètes, mais qui transforment notre quotidien. Et aussi, c'est des outils, vraiment des outils qui nous aident à mieux comprendre notre corps, à mieux le gérer et aussi à rentrer dans l'espace du délice. Alors, un jour, j'ai pris... Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, ça va? OK. Alors, un jour, j'ai pris quelque chose de très lourd par terre et je me suis blessé le dos. Alors, j'ai eu de multiples entorses lombaires et j'ai commencé le yoga un peu plus tard dans ma vie et c'est lorsque j'ai rencontré Dipriya avec le Soma Yoga que j'ai vraiment trouvé l'énigme comment arriver à gérer, exemple, une lombargo. Alors, avec les manipulations, avec différentes, qu'on va vous démontrer tout à l'heure, enchaînements, c'est magique, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous amène à oublier la peur qui peut nous habiter lorsqu'on a une douleur et vraiment de la saisir et de la comprendre et aussi de pouvoir la gérer, l'éliminer, voire même. Alors, suite à ça, les problèmes au niveau du bas du dos ont été très, très, très rares. Et si ça arrive, ben là, on a des outils, on sait quoi faire, on sait comment faire, et beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, à place de rester avec des douleurs de longue haleine. Et dans un deuxième temps, dans ma vie, un jour, j'ai délaissé un petit peu le yoga, j'aurais probablement pas dû. Et la vie m'a ramenée assez vite. Alors, j'ai rentré dans un espace de travail trop intense, alors je me suis un petit peu oubliée, perdue dans tout ça. Et pour diverses raisons, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Alors, j'ai suivi tous les traitements qui étaient, ma foi, un peu à l'encontre de tout mon bagage du départ.
Alors ça m'a fait réagir beaucoup. Ça a été chercher, bien sûr, en profondeur la partie égo, la partie tout le corps, hein, tout ce qui nous touche. Maintenant, avec le Soma Yoga, avec l'approche, tout s'est transformé. Cette expérience-là est devenue ultra positive et non négative. Le corps prend une autre dimension qu'au tout début. Et là, j'ai pu vraiment expérimenter aussi la technique dans tous ses aspects. Alors, après l'opération, j'ai été quelques jours, bien sûr, sans pouvoir bouger mon bras gauche, puisque c'était le côté gauche. Et j'ai vu le médecin, puis je lui demande, est-ce que maintenant, c'est OK, je peux bouger mon bras? Il me dit, oui, c'est bon, c'est bon. À ce moment-là, mon bras était mobilisé à plus ou moins cette hauteur. Et je lui demande, avez-vous des exercices à me suggérer, quelque chose à faire? Alors, il se place près du mur, il me dit... tu peux soulever ton bras comme ça, les doigts, un petit peu, tranquillement, pas vite, à chaque jour. Puis comme j'appelle ça la bibite qui monte. Mais là, j'ai dit, ah oui, c'est tout, vous n'avez rien d'autre? Il dit, non, c'est bon, ça va se replacer. Alors, j'ai dit, est-ce que j'ai le droit de faire ce qui me plaît, ce que je connais? Il me dit, oui, pas de problème. Alors, arrivé à la maison, là, j'ai mis les techniques en œuvre et au bout de 20 minutes, pas plus, mon bras qui était là était rendu là, là et là. Alors, c'était là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là, c'est sûr. À partir de là, j'ai continué à l'enseigner, à le pratiquer quotidiennement aussi, et tous les autres aspects, bien sûr, du Soma Yoga. Et ça, c'est ma petite histoire. Maintenant, Morgane va vous raconter la sienne. Oui. Alors, moi, je pratique le yoga depuis que j'ai 10 ans, voilà, à peu près. J'ai eu la chance de suivre un cursus danse-études et d'avoir des professeurs de yoga qui m'ont introduit à ces techniques relativement jeunes. Et donc, dans mon enthousiasme effréné, j'ai testé moult pratiques, beaucoup de méthodes, visité beaucoup d'écoles, en ayant toujours un problème en fait à la hanche gauche et à l'épaule gauche. Et je me disais, c'est pas possible, en faisant autant de yoga, en découvrant autant d'approches, que ces parties-là de mon corps physique et de mon être donc soient toujours aussi instables. Et donc, dans cette spirale, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on se met à consommer beaucoup de soins. D'aller voir beaucoup d'ostéos, beaucoup d'acupuncteurs, des énergéticiens. Ça veut dire qu'on essaye de déraciner par tous les plans, par tous les moyens, l'espace bancal, ou l'espace pas encore conscientisé ou assis ou habité. Et ce qui m'a séduit profondément dans la démarche de Deep, c'est que le premier mot qui est venu, c'était autonomie. Et quand elle a dit ça, j'ai dit, bah, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on est toujours dans le mouvement, dans la vie quotidienne, et ben on fait des milliards de mouvements. Voilà, on va devoir déménager, porter un carton. On attrape un enfant qui court. On se fait un problème en torsion. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une méthode qui nous permet de nous auto-ajuster et qui replace la conscience au moment où on est un petit peu inconfortable, où il y a quelque chose qui a bougé dans le corps, qui nous donne des outils pour se replacer soi sans forcément courir directement chez l'ostéopathe. Ouais, moi j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, bon, je vais faire des sacrées économies. Et donc j'ai commencé à pratiquer. Et quand j'ai découvert les lignes essentielles de cette méthode, quand j'ai découvert la géométrie sur laquelle elle était basée, quand j'ai découvert la synthèse, qui avait été faite, une synthèse pleine de finesse, pleine d'intelligence entre certains aspects, certaines méthodes somatiques, et comment ça avait été fusionné avec les techniques de souffle, les techniques du yoga et les sutras de Patanjali, et ben, j'ai fondu littéralement de l'intérieur et je me suis dit, c'est ça. That's it. Donc voilà, il faut savoir que la créatrice de cette méthode amène tout un univers autour des mantras, autour des sutras, et que la méthode est conçue, l'intention de la méthode est conçue pour pouvoir soutenir l'absorption méditative. Donc ça veut dire qu'elle est totalement systématisée pour pouvoir totalement purifier la posture de méditation et donc à travers ça permettre
à chacun d'étendre sa conscience à son rythme. Ouais. Et donc, je te laisse enchaîner. Alors, tout comme Morgane nous a mentionné, la pratique de l'entraînement du système sensitivo-moteur, alors c'est vraiment le lien corps-esprit. Lorsque je touche simplement le corps de Morgane, j'envoie l'information au cerveau d'où est la douleur, d'où part la douleur. Alors, c'est vraiment un concept corps-esprit qui travaille avec la somatique. Et de là, l'information circule de la douleur au cerveau. Et on va pouvoir de là pratiquer les auto-ajustements, les pratiques d'étirement aussi musculaire. On a vraiment plusieurs sphères, plusieurs axes sur lesquels on va travailler et qui va nous amener dans le délice, bien sûr. Il y a aussi les aspects qui touchent les pranayams, les respirations. On a une série de 9 pranayams très précis qui sont dans une ordre encore là très précise et qui vont déployer, ouvrir à l'état méditatif. Maintenant, on a aussi un mantra particulièrement qu'on affectionne et qui nous amène aussi directement en sécurité dans un espace, dans un cocon, un beau cocon et qui nous place instantanément dans cet espace de béatitude, de samadhi. Alors, donc, je vais ajouter quelque chose. Donc, la particularité du travail de Dipriya, donc la créatrice de la méthode, c'est que là où elle s'émancipe de différentes méthodes somatiques qu'on peut retrouver, par exemple, dans les méthodes comme Feldenkrais, Mackenzie, Thomas-Hanna, là où elle s'est vraiment émancipée de ces courants et où elle a réussi sa synthèse, c'est à travers l'aspect sensitivo. Quand un réflexe de trauma s'est imprégné dans les tissus, quels que soient les tissus où ils se sont imprégnés, il y a une connexion qui se fait directement avec le cerveau. Et on a beau détendre, repasser le muscle, l'oxygéner, si le réflexe reste inscrit au niveau sensori ou sensitivo, la moindre situation qu'elle se rapproche de près ou de loin de la source du trauma qu'on a pu avoir, et on parle de trauma physique, donc on ne parle pas de trauma psychique. Admettons qu'il y ait par exemple un chapeau qui tombe vers moi et je vais faire ça, et je suis re-rentrée dans ma posture de trauma. Donc là où cette méthode a du génie, c'est qu'elle va désinscrire non seulement au niveau moteur, mais elle va désinscrire au niveau cérébral les différents traumas qui ont pu s'imprimer au fur et à mesure du déroulement de la vie à travers les corps. Oui. Le premier réflexe qui est de survie, c'est vraiment associé au cerveau reptilien. Alors, par exemple, si je mets ma main sur le feu, automatiquement, j'ai le réflexe qui s'engage. Alors, par contre, parfois, le réflexe de trauma comme ça est tellement imprégné fort que il y a automatiquement une réaction, comme expliquait tout à l'heure Morgane. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vous ai parlé tantôt de mon problème de bas de dos dans le passé. Je m'en venais avec ma grosse valise dans le métro ici. Et puis, je me suis penchée pour prendre ma valise. Oh! Tout de suite, l'éducation sensorimotrice, le réflexe peut embarquer. Petit pincement, je sais que si je poursuis, instantanément, je vais avoir un réflexe de trauma qui embarque. Alors, j'ai tout de suite arrêté. J'ai demandé de l'aide. En temps normal, j'aurais été orgueilleuse et j'aurais continué. J'aurais soulevé la valise et je me serais fait mal. Mais là, non. J'ai tout de suite désamorcé. Éducation sensorimotrice. Et de là, on trouve une façon de le faire qui va diminuer les risques et pacifier le mouvement, et beaucoup aussi dans la conscientisation du mouvement. Alors, je me penche, je réfléchis pendant que je fais l'action, je maîtrise l'action, ce qui amène vraiment un contrôle et des bons résultats. Oui. Ce qui me paraîtrait intéressant, c'est de souligner en fait les différentes sources de trauma. Oui. Et de voir comment ils peuvent s'inscrire
dans nos différents aspects, dans cet être multidimensionnel que nous sommes. Donc, lorsqu'on parle d'un trauma qui survient au niveau physique, ce qui va conditionner instantanément, c'est la posture. D'accord ? Oui. Donc, un trauma qui s'inscrit au niveau physique n'a pas les mêmes données qu'un trauma qui va s'inscrire au niveau Émotionnel. Voilà, du corps émotionnel ou de l'affectif. Non plus les mêmes qualités qu'un trauma qui va s'inscrire au niveau de la psyché. Ça n'a rien à voir. Les fonctionnements sont différents, les temporalités sont différentes aussi, et les interdépendances et interrelations sont complètement différentes. Oui. D'accord ? Donc, par exemple, si on parle d'un trauma au niveau du corps, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un espace qui va se resserrer et automatiquement, on va avoir un autre espace qui va s'ouvrir, ce qui nous amène à l'axe du Soma Yoga, qui introduit en fait 3 grandes données. Oui. Donc, on pourrait peut-être voir les images. On va les voir. Je vais les amener. Oui. Alors, on a des grands réflexes. Voilà, on a des grands réflexes. Oui. Au niveau de la posture. Thomas Anna nous dit que la vieillesse n'existe pas, que le corps ne devrait pas bouger, le réflexe de feu rouge que vous voyez ici à votre gauche. Oups, ça va? C'est bon? Alors, le réflexe de feu rouge, c'est vraiment un réflexe de protection. Je ne sais pas si tu te lèves debout, Morgane. Oui. Alors, voyez-vous ici, de profil comme ceci, sur le côté. Alors, le réflexe, oui, on rentre, oui, et les pieds sont tournés vers l'intérieur. Tout le corps est comprimé et en plus, on porte le poids sur nos épaules. On est vraiment dans un état de surprotection. Alors, la respiration, encore là, c'est difficile. On sait très bien le lien de la respiration. Le réflexe de feu vert, à l'inverse, on arque et on pousse la poitrine exagérément et les pieds vont être écartelés, ouverts vers l'extérieur en canard. Maintenant, le réflexe de feu vert va beaucoup aussi engager la zone lombaire. Alors, c'est constant. On s'en rend même plus compte qu'on a le bas du dos complètement, totalement et en tout temps, même la nuit, contracté. Et ce qui fait qu'en même temps, ça va engager les psoas à l'avant. Ça va engager aussi un relâchement au niveau du ventre. Alors, c'est pour ça que des fois, le ventre devient proéminent et le bas du dos très cambré. Alors, ce qu'on va faire en Soma Yoga, on va travailler ces axes-là avec, entre autres, différents exercices qu'on va démontrer aussi sur le dos, si tu veux bien. Voilà. Ouais. Je dépose le micro. Ah, oui, sur le dos. Oui. C'est un simple exercice qu'on appelle arquer-aplatir. Oui. Alors, on est en position couchée, jambes fléchies. Et là, on peut vérifier le contact que nous avons au sol. On fait soi-même notre auto-évaluation. On vérifie comment mon dos touche le sol, comment mes épaules touchent le sol, le réflexe de feu rouge en haut, le réflexe de feu vert en bas. Et de là, on vient faire un petit mouvement qu'on appelle arquer-aplatir. Lorsque j'inspire lentement, je laisse vraiment aller l'air jusqu'au bas-ventre. Et de là, j'expire et je pars du bas-ventre, je monte jusqu'au sternum. C'est un beau mouvement de va-et-vient qui va nous aider à relâcher la zone du bas du dos et qui va en même temps relâcher le haut. Voyez-vous ici, Morgane bouge de façon très fluide. Le mouvement n'est pas bloqué. Il s'en va jusqu'au-dessus de la tête, jusqu'à la nuque, jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. Il faut que le mouvement soit comme une vague, un va-et-vient qui permet de libérer la respiration et tous les muscles engagés le long de la colonne vertébrale. En Soma Yoga, on va prendre 2 petites balles placées à 2 pouces de chaque côté du sacrum. Je vais te laisser les placer. Et de là, on va poursuivre le mouvement de la même manière et ça va apporter un excédent, vraiment un relâchement total
très rapidement du bas du dos. On commence toujours le mouvement de façon très douce, très lente, pour agrandir et sans douleur. Dans certains aspects du Soma-Yoga, il faut toujours éviter que la douleur entre. Alors, si on se dit, je vais poursuivre, ça va passer, c'est pas la bonne attitude. C'est vraiment l'attitude doit se faire dans le sens, je respecte la limite, je viens de façon à ouvrir la musculation, ouvrir le canal, ouvrir la détente, sans jamais forcer. Dans d'autres aspects, par contre, à d'autres moments du Soma-Yoga, on va rentrer dans la douleur, mais volontairement, vraiment volontairement. Mais pas celle-ci. Voilà. Je vais juste introduire quelque chose. Quand vous observez un enfant, quand il va grandir et se mettre à marcher, il est totalement dans un réflexe de feu vert. Ça veut dire qu'il a envie d'explorer l'espace. Sa poitrine est en avant, ses bras sont tendus vers l'avant. Il est complètement déjà dans cette dimension-là. Et petit à petit, au fur et à mesure de son évolution, il va commencer à percevoir la notion de danger et de sécurité. Et quand ça va s'inscrire, ça se passe entre 5 mois de gestation et 5 ans. Donc comme ça arrive, ça va commencer à modifier sa posture, d'accord ? Et ça va commencer à l'amener dans des espaces, mais en général, l'impression des feux rouges et des feux verts, pour la majorité des gens, va commencer à prendre ses marques à l'âge de 6 ans à peu près, d'accord ? Et après, au fur et à mesure des champs d'expérience que l'on va explorer, par exemple, si on trouve un travail où il y a vraiment beaucoup de charges et puis on est de plus en plus en rétraction, on supporte, et ben notre corps va nous montrer à travers la posture, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de traverser et quels sont les espaces d'équilibre que l'on touche ou que l'on ne touche pas. D'accord ? Et ce premier exercice que Annie m'a fait faire paraît très anodin, mais il est extrêmement profond. Parce que dans cet exercice, ce qui est proposé, c'est de désengager des ensembles musculaires qui ont l'habitude de fonctionner ensemble. Par exemple, dans cet exercice, à un moment, on va aplatir le dos dans le sol et on va engager la sangle abdominale de manière indépendante par rapport aux muscles du dos. Et quand on engage les muscles du dos, on relâche la sangle abdominale. Donc rien que ça, c'est quelque chose qu'on a perdu l'habitude de faire depuis la petite enfance. Oui. D'accord ? Donc quand on revient à dissocier ces ensembles musculaires-là, les effets de cet exercice se manifestent dans le crâne, dans les mains, dans l'appui des plantes de pied dans le sol. Toute la chaîne. Toutes les chaînes musculaires sont automatiquement et instantanément influencées. D'accord ? Oui. Et j'ajouterais, on a parlé du premier cerveau, qui est le cerveau reptilien qui vient nous protéger. Mais le deuxième cerveau, lui, entre au niveau des émotions, et de là, la chaîne se poursuit. Mais si la chaîne continue à se poursuivre et que le laps de temps augmente des années, on en vient à une amnésie sensorimotrice. Et là, on ne peut même plus bouger un bras. Alors en somatique, en Soma-Yoga, on arrive à défaire ce processus-là parce qu'on va connecter directement au troisième cerveau, qui lui, le cerveau qui c'est parce qu'il a perdu le contact avec les deux premiers. Alors, le fait de connecter avec le troisième cerveau va nous permettre de rétablir la situation et de pouvoir éduquer le corps à nouveau dans son alignement optimal. Voilà, donc le réflexe de feu rouge et de feu vert s'inscrit donc dans le troisième cerveau, dans le premier cerveau, en fait, le cerveau reptilien. Oui. Les expériences de trauma au niveau sensitivo vont s'inscrire dans le cerveau limbique, d'accord ? La capacité de voir, de percevoir ces expériences de trauma s'inscrivent dans le néocortex. Quand le choc est trop violent, l'accès au néocortex est coupé. Ça veut dire que moi, c'est ce qui m'est arrivé donc, dans ma fameuse hanche gauche. Pendant un stage de Soma-Yoga, je me suis souvenu que j'avais eu un rhume de hanche à 7 ans et qu'on m'avait tiré la jambe avec 6 kilos pendant 3 jours, ce qui a déformé légèrement ma tête de fémur à gauche. Quand j'ai fait un exercice de somatique, je me suis rendu compte qu'on me demandait de contacter
un certain groupe musculaire et que j'en étais strictement incapable, que la seule chose que je percevais, c'était du flou. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte que j'avais une amnésie sensorimotrice. Ça veut dire je n'ai plus accès, mon cerveau ne sait plus quel chemin emprunter pour aller rejoindre le muscle que j'ai besoin de solliciter. Et pendant des années, en n'utilisant pas le chemin essentiel pour rejoindre ce muscle, mon corps s'est adapté. Il a fait des dérivations d'énergie qui ont créé des compensations dans mon corps qui m'ont empêché de soutenir correctement une posture paisible basée sur une économie des forces naturelles. Oui. D'accord ? Donc j'ai fait tout plein de méthodes de réajustement, puis ça n'a pas marché parce que la ligne essentielle était tout simplement oubliée, amnésiée. Amnésiée. Voilà. Et de là, il y a une perte d'énergie qui s'ensuit. Voilà, Automatiquement, la perte d'énergie, la respiration aussi. Voyez-vous dans l'image, la cage thoracique est comprimée. Alors, on a moins d'énergie, moins d'oxygène, compression au niveau des organes, tout s'ensuit. Alors, la première répercussion est évidemment pranique. Oui. Au niveau de la respiration. Ça veut dire quand une personne est vraiment structurée au niveau de sa posture, elle devient structurée au niveau de sa respiration. Quand elle est structurée au niveau de sa respiration, le corps s'épanouit. Pourquoi ? Parce que c'est ce pourquoi il est créé. Ça veut dire que le corps, de base, est un temple d'épanouissement et de l'épanouissement du délice à travers le champ d'expérience que le corps offre. Ça veut dire que tous nos corps vont nous offrir des voyages, des couleurs, des choses à explorer. Et le corps aussi. Et bien souvent, dans nos sociétés, vu qu'on n'a pas, par exemple, 2 ou 3 heures de yoga et de méditation par jour, le corps est laissé pour compte. Il est malmené, il est stressé. Bon, là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose avec ça. Évidemment, ça donne l'équation corps moins le stress égale le délice. Description du sol. Oui, donc on va passer maintenant à une description plus systémique de cette méthode, parce qu'elle est quand même articulée autour d'axes vraiment précis. Donc une routine a été élaborée par Dipriya, une routine sensorimotrice, qui aurait pour effet de désinscrire progressivement dans ces différentes étapes qui doivent être respectées tous les réflexes de trauma qui ont pu s'inscrire sur différentes chaînes musculaires. D'accord ? Donc ça, c'est le premier axe de la méthode. Le deuxième axe de la méthode, c'est l'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure et l'apprentissage de techniques d'auto-ajustement. Notamment auto-ajustement du bassin, auto-ajustement du sacrum, auto-ajustement de la colonne vertébrale, de tout l'axe scapulaire, du cou et du crâne aussi, par diverses techniques, mais toujours que l'on peut s'appliquer à soi-même. Je pourrais peut-être à ce moment-là démontrer avec madame quelques enchaînements. On va prendre quelqu'un. Il y a une dame qui nous a vu pratiquer dans notre stand, parce qu'on était en train de pratiquer, parce qu'on se disait, oula, il y a de la tension qui s'en vient. Et donc, elle nous a dit, prenez-moi comme exemple. Okay. Voilà. Okay. On va tout d'abord vérifier, peut-être vous positionner sur le ventre. Sur le ventre. Ouais. Oui. Okay. Comme ça ou en travers? Oui, peut-être de travers parce que là, on va voir comme ça. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Alors, on va passer ici. Tu vas expliquer à ce moment-là? Oui. Comme ça. Donc là, le but de cet exercice, Ici, je vais juste positionner son bassin. Ok. Donc là, Annie va vous faire la démonstration de comment vérifier un ajustement du bassin. D'accord ? Pour la plupart, quand on a le bassin décalé, on va chez l'ostéopathe. Hein. D'accord ? Bon. Ça n'empêche pas d'y aller quand même. Petite révision. Oui. Alors, ici. Alors. Je vais vérifier l'espace, l'espace de ces iliaques. Voilà, donc la première référence qu'elle va prendre, c'est qu'elle va prendre les petites épiniliaques antéro-supérieures et elle va mesurer l'espace entre entre ses épines et le sol. Un petit peu plus haut à la droite. Donc là, effectivement, comment vous vous appelez ? Marjana.
la hanche droite un peu plus haute que la hanche gauche. Un petit peu. Je vais lui montrer, c'est vraiment à peine, même pas un doigt. C'est très, très, très fin. Okay. Voilà, c'est très fin. OK. De là, je vais faire un petit appui de part et d'autre du sacrum. Juste garder la tête droite. Voilà, donc là, ce qu'elle lui procure, c'est juste un appui sur son sacrum pour lui permettre éventuellement de lâcher au niveau des tissus qui entourent les os du bassin, de lâcher pour voir si elle rééquilibre naturellement à travers l'intelligence de son corps, son bassin. Il faut savoir que le bassin parle directement de notre capacité d'adaptation à notre environnement, qu'il est la partie la plus mobile du corps, normalement, celle qui est amenée le plus à s'adapter à notre environnement dans les espaces que l'on traverse. Donc c'est souvent une partie qui va avoir tendance à se déséquilibrer. Pourquoi ? Parce que la capacité d'adaptation est un équilibre que l'on touche et que l'on traverse seulement, mais que ce qui nous permet de l'élargir, c'est justement d'entrer dans ces espaces de déséquilibre. Donc plus le bassin bouge quelque part, plus notre capacité d'adaptation grandit et se développe. Est-ce que c'est douloureux? Je vais lui demander, est-ce que c'est douloureux? Non. Voilà, elle lui demande si c'est douloureux. Quelque chose de particulier lorsque j'appuie? Non. Est-ce Voilà. que ça fait une barre dans le bas du dos? Elle lui demande si elle ressent une barre dans le bas du dos ou une gêne. Très bon cobaye, alors. Maintenant, OK. Parfois, la plupart des gens vont ressentir une barre qui est assez large dans le bas du dos et plus intensément d'un côté que l'autre. Souvent, il y a un disque qui va être déplacé. Alors, on va faire à ce moment-là un cobra asymétrique. Là, je ne pourrais pas lui faire faire, mais dans les cours, on voit vraiment le cobra asymétrique qui va permettre de replacer et de dégager la zone qui va être endolorie. Alors, je continue. Voilà. Elle va se placer sur ses avant-bras, comme un sphinx, vraiment comme ça. Voilà. Dans ces techniques d'auto-ajustement, ce qu'on a observé avec Annie au fur et à mesure des stages que l'on a partagés ensemble, c'est que finalement, en tant que professeur de yoga ou en tant qu'ostéopathe ou en tant que praticien, ces méthodes-là fournissent des outils supplémentaires pour aider les personnes que l'on accompagne à s'ajuster. Donc là, par exemple, c'est Annie qui est en train d'ajuster... c'est Marja, hein? Marjana. Mais ce qu'elle est en train de réaliser, vous pouvez aussi le faire seul. D'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé que quelqu'un vous manipule pour arriver à un très bon résultat. Pour arriver à un bon résultat, il faut appliquer une formule que vous connaissez peut-être déjà, peu plus souvent égale beaucoup. Il faut vous auto-ajuster plusieurs fois par jour. Voilà. Pendant 1 minute ou 2. Hein ? Elle a pas mal. C'est parfait. Voilà, donc là, elle lui invite à laisser relâcher son fessier. Excellent. Bien. Et de là, on va retourner sur le dos. Voilà. Donc là, elle fait un autre ajustement basé sur la longueur des jambes. Donc, des causes de désalignement dans la posture les plus fréquentes sont le fait d'avoir des tensions dans le bassin qui vont empêcher en fait d'avoir ces deux jambes au même niveau. Donc pareil, il y a des manipulations extrêmement simples, vraiment basiques pour réaligner. Bon bah là, elle n'est pas désalignée. Vous n'êtes pas désalignée. Pour réaligner un bassin. Donc voilà, l'un des aspects de la méthode, ça va être l'apprentissage de ces petits gestes qui peuvent être utiles aux professeurs de yoga, mais qui peuvent être utiles aussi à la maman pour ajuster son enfant, son mari, son voisin, qui peuvent être utiles à vraiment tout le monde pour aider le corps, soutenir le corps à trouver son alignement essentiel et naturel. Là, ça se complique un peu. Bon. Alors ici, on travaille à étirer le ligament à l'intérieur de l'aigle. Voilà.
Donc là elle fait une manipulation pour lui donner un peu plus d'espace dans le bassin. C'est diverses manipulations qui vont vraiment mener à l'ouverture de la hanche, ouverture du bassin, pour évidemment atteindre une meilleure position lors de la méditation. Maintenant, je ne sais pas, madame, si vous avez un endroit où vous avez des tensions. Tantôt, on était dans les épaules. Est-ce que... Voilà. Oui, parfois dans le bas du dos. OK. Ça, c'est l'un des aspects. Maintenant, on passe à un autre aspect de la méthode sensorimotrice qui est appelé le règne des pincettes. Voilà. Donc, dans cet aspect-là, en fait, ce qui se passe au niveau physique, c'est que le mouvement a une mémoire. D'accord ? Et lorsque on réalise un mouvement qui est lié à un réflexe de défense, à un réflexe de trauma, on a beau faire le mouvement contraire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si ça reste inscrit dans le cerveau, le tonus musculaire reste influencé et les chaînes cellulaires, les fascias, restent influencés par cette expérience. D'accord ? Donc, pour déprogrammer, déconditionner ça, il faut réaliser ce même mouvement, mais tout simplement en pressionnant, en modifiant directement soi-même ou avec l'aide de quelqu'un d'autre le tonus musculaire pour renvoyer la nouvelle expérience au cerveau, permettre une nouvelle inscription et une inscription où le danger n'est pas présent. Donc c'est tout simple. Tout le monde a des douleurs dans les jambes, dans les bras, dans le cou. C'est aussi simple que ça. Vous vous attrapez, vous vous pincez. Okay. Et vous on va le faire ensemble et de là, on peut le faire soi-même. Voilà. Voilà, donc là, on prend une zone de choix, le trapèze. Voilà. L'idée, c'est vraiment de travailler avec la somatique. Il n'y a pas juste le massage, la pincette, c'est dans le mouvement. Alors, le concept est basé sur ça. Bien. Donc de là, en fait, on invite... Bon, les techniciens corporels qui connaissent un peu les différents mouvements qui peuvent être proposés au niveau du corps peuvent faire une proposition de mouvement, mais sinon, vous pouvez aussi vous baser sur l'intelligence naturelle du corps. Ça veut dire vous attrapez une partie du corps, vous la pincez et vous demandez à la personne de se mettre en mouvement. Elle peut faire des cercles, elle peut faire des spirales, elle peut faire des 8, mais c'est ramener de l'espace dans le tissu et à travers cette mobilité, ça va se désinscrire au niveau du cerveau et donc ramener l'information correcte que maintenant... le trauma, la tension ou l'épreuve s'est dissoute et qu'on peut revenir dans un espace de calme et de béatitude. Parce que souvent dans le yoga, ce qui se passe, c'est qu'on est à la recherche donc d'espaces de samadhi, d'espaces de complétude, de plénitude, de béatitude qu'on peut atteindre par absorption à travers différents corps, différents espaces de l'être. Mais si le corps physique n'est pas lui aussi amené dans cette dimension, l'expérience n'est pas complète. L'expérience de la béatitude n'est pas complète. Ça veut dire qu'on peut s'installer dans un ressenti de tranquillité. Si le corps n'est pas tranquille, c'est comme si le réceptacle n'avait pas été mis en place pour vivre pleinement l'expérience de la tranquillité. Comme disait Morgane, on peut le faire accompagné ou seul. Alors, dans notre technique, on va tout élaborer. Et on peut aussi approfondir et défaire les tissus parce que lorsqu'on a délogé l'information, il faut aussi enlever les adhérences. Alors, lorsqu'il y a vraiment des adhérences, les fibres sont collées. On va pousser un peu plus loin
dans la même méthode avec les petits bâtons, des petits bâtons qui proviennent de l'Inde et de la Chine. Alors, de là, on va travailler les tissus conjonctifs afin de délier les fibres, afin de vraiment défaire et de permettre le corps de retrouver son alignement. C'est un peu douloureux, mais très efficace. Au début, je vous ai dit, il y a certaines choses on ne doit jamais avoir de douleur. Dans ces cas-ci, il va y avoir certaines douleurs, mais ce sont de bonnes douleurs. La plupart des gens vont nous dire, allez, là, c'est le moment. C'est correct, ça me fait du bien, ça me fait du bien. D'accord. Donc, ça, c'est un autre aspect de la méthode qu'on appelle le crayonnage. D'accord ? Donc, ce qui va se passer au fur et à mesure du rythme de vie et du terrain que va avoir un être humain, il y a une possibilité qui développe une certaine forme d'acidité. À travers cette forme d'acidité, quelle va être la réponse du tissu conjonctif ? Il va commencer à se coller pour former comme des espèces de spaghettis. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez tout simplement votre avant-bras, touchez-le, que vous pressez et que vous cherchez à vraiment ressentir la qualité de l'os, vous allez sentir des petites aspérités. Oui ? Tu veux ajouter quelque chose ? Non ? Bon. Ça peut être des amas, par exemple, de tissus conjonctifs. Mais quand ces adhérences-là collent les muscles entre eux, collent les vertèbres, créent des cordes, créent des paysages à l'intérieur de notre corps, on a beau vouloir, par exemple, si on est sur le côté, se remettre au centre. Si on a une corde, notre corps s'est adapté à développer du tissu conjonctif pour qu'on puisse soutenir cette posture, il faut le déstructurer. D'accord. Donc, pour revenir à votre centre, on a cette première technique. Donc, on a la routine, les pincettes et une technique plus pointue, qui est les crayons, qui va vraiment espacer les fibres du tissu conjonctif pour remettre de l'espace et permettre aux pratiquants de retrouver encore plus rapidement son alignement. La créatrice de la méthode nous explique en fait que, par exemple, quand on travaille avec les bâtons sur le tissu conjonctif qui retient la colonne vertébrale, peut-être en une séance, on fait l'équivalent de 10 classes de yoga en termes de récupération de souplesse. Et on peut aussi se le faire soi-même. Alors encore là, dans le concept qu'on est autonome, on peut très bien travailler ses genoux, exemple, les articulations des genoux. On accumule énormément de tissu conjonctif, d'adhérence. Et aussi, après avoir eu une opération, exemple, on peut travailler les cicatrices, on peut travailler toutes les zones qui ont été affectées. C'est facile, mais ça demande quand même la formation. Oui, là, il faut vous former, hein, prenez pas les crayons comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un autre aspect de la méthode du Soma Yoga. Donc les derniers aspects sont donc une pratique très spécifique de la respiration. Donc si je suis correcte, la technique de souffle qui a été proposée par le Swamiji. Oui. Donc par Swami Isham, qui est un Swami qui vit dans l'Himalaya actuellement, et qui est le maître de Dipriya, qui est la créatrice de la méthode. Donc il lui a insufflé cette technique qui va en fait finaliser les derniers ajustements, les derniers micro-ajustements de tout le système. Et évidemment, le dernier élément sera la méditation. Voilà. Donc pour ça, pour vous expliquer comment en fait cette méthode s'est créée à l'intérieur de Deep, ça me paraît important de vous spécifier son histoire. En fait, Deep, c'est quelqu'un qui est arrivé il y a une trentaine d'années dans une communauté de yogis dans l'Himalaya à Kulu. Et en fait, dans cette communauté, la plupart des personnes étaient beaucoup plus âgées qu'elle. Et tournaient autour de 80, 90 ans. Voilà, c'est ça à peu près la moyenne ? Oui. Voilà, 80, 90 ans.
Et donc, dans cette communauté, en plein dans l'Himalaya, il n'y avait pas de kiné, il n'y avait pas d'ostéo, il n'y avait pas de chiro. Et il a fallu qu'elle mette ses connaissances à elle en tant que danseuse professionnelle et praticienne de différentes techniques somatiques au service de cette communauté. Et c'est là qu'elle a commencé en fait à créer cette synthèse entre différents aspects de la somatique et la pratique du yoga, donc sous l'égide de son guide spirituel Swami Sham. Oui. Voilà. C'est bon pour la présentation? On a quand même fait un bon tour de piste. C'est sûr qu'une séance typique, on a quand même une séance typique de Soma Yoga, des enchaînements, des positions, des postures de Hatha Yoga à la base. Et une séance peut durer en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Et on peut aussi travailler tous les axes, comme on a dit. Ça peut être une séance sur le bassin, une séance sur les épaules, une séance sur le tronc. Par contre, on touche moins l'aspect assise. Ça se passe beaucoup en position au sol, en position assise ou couchée. Alors, c'est complète dans ce sens-là. On touche énormément la zone musculo-squelettique et, bien sûr, les chants et l'étude de Patanjali voilà. à la fin. Donc ça c'est vraiment l'apport spécifique de la créatrice de la méthode qui a vraiment passé les sutras de Patanjali au tamis de son expérience et donc qui a qui a écrit un livre et composé un CD autour de cet enseignement qu'elle diffuse et transmet avec passion. Donc pour finaliser cette conférence, cette méthode de Soma Yoga s'adresse aux personnes qui ressentent que des aspects d'elles qui ne sont pas forcément enracinés, voilà, qui ont besoin de pousser plus loin l'expérience d'absorption aussi par le corps. C'est une méthode pleine de finesse et qui demande aussi un engagement au niveau personnel dans la répétition des exercices qui sont simples, essentiels, mais puissants. Oui, voilà. C'est sûr que c'est un retour vers soi. C'est vraiment la découverte de soi dans tous les aspects subtils. Alors, lorsqu'on entreprend cette démarche, bien évidemment, on bouge le corps, on bouge des mémoires, on bouge des karmes, on libère, on revient à notre soi. Et de là, c'est vraiment un beau programme, un beau programme. Voilà. Et on vous invite aussi à venir faire avec nous l'été prochain, du 22 juillet au 7 août, en Inde, directement avec Dipriya. Une formation intensive de C'est un stage d'éveil. Un stage d'éveil et de perfectionnement. Alors, pour les personnes qui sont pratiquants de yoga, qui sont en démarche, ou pour les enseignants qui veulent aussi davantage approfondir leur enseignement et accompagner au mieux leurs élèves. Alors, ce stage-là est pour vous, bien sûr, et on va être enrobé de la présence de Deep dans un lieu assez extraordinaire, entre ciel et terre, à Nagar, dans les montagnes de l'Himalaya. On va faire un 17 jours, donc 15 jours intensifs de Soma Yoga. Avec toute la programmation, on va voir Patanjali, la méditation, toutes les séquences, et on va voir aussi tout l'aspect des manipulations, des soins personnels en duo et personnels en solo. Alors, voilà. Il faut qu'on s'arrête. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ça va? Tout? Ah? Il n'y a pas de temps pour les questions. Ah, d'accord. Ah, OK. Voilà. Des questions? Pas de questions? OK, c'est bon. Bah, écoutez, merci pour votre temps et pour votre attention. Et puis, on vous souhaite un bon yoga festival. Merci.